Personne ne nous avait encore dit que nous allions devoir sauter en pleine mer. Juste que nous serions regroupés par sexe. Un des aventuriers me donne la plus mauvaise impression de toutes celles que j'aurai durant mes observations. Michael refuse catégoriquement de sauter à la mer avec les chaussures qu'il porte. Une nouvelle paire à 60 euros. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo découverte autour de koh. Alors la semaine dernière, je vous présentais un jeu, c'était l'île des oubliés de koh. Cette semaine, j'aimerais vous parler d'un livre. Il y a beaucoup de livres qui ont été écrits sur koh par Denis, par des aventuriers eux-mêmes. Et pour moi, c'est très important d'avoir ces informations. Pour les parodies, vous savez, quand on caricature quelqu'un, je pense qu'il faut le faire bien. C'est-à-dire qu'il faut connaître son sujet. Quand on fait la guerre, d'ailleurs, hein, on dit bien qu'il faut connaître son ennemi pour pouvoir le dominer, le vaincre. Quand on fait la parodie, c'est pareil. Il faut connaître les personnes que l'on va parodier au mieux pour pouvoir en faire une bonne caricature. Alors je me considère vraiment comme un téléspectateur lambda, c'est-à-dire que je connais koh comme vous, ce qu'on voit à la télé. Par contre, j'ai toujours été très très intrigué par tout ce qui pouvait se passer avant, toute la partie casting, comment c'était organisé, comment ça peut se passer, puisque bon, on sait qu'il y a une démarche à faire, on envoie une fiche de candidature, oui, mais après ça, entre ce moment-là, comment se passe la première prise de contact, la première rencontre, tout ça jusqu'à l'arrivée sur l'île, toutes ces étapes, tout ça c'est très mystérieux, et puis c'est vraiment sous le sceau du secret, donc vraiment on a très peu d'informations là-dessus. Et puis même pendant l'émission, l'émission nous montre ce qu'elle veut bien nous montrer, mais on n'est pas dans la tête des candidats, si vous voulez. Nous on est peinards dans le canapé, on les voit, ils parlent à la télé, on les voit, ils font les épreuves. Ils font leur stratégie. Mais je pense qu'on oublie un petit peu tout ce côté où ils subissent vraiment le fait d'être isolés, d'être livrés à eux-mêmes, de dormir comme des merdes sur la plage, hein, à être couverts de sable, à être sales, à très mal manger, à boire de l'eau dégueulasse, parce qu'a priori elle est vraiment dégueulasse. Et puis il y a plein de choses, il y a la chaleur, l'humidité, il y a tous les insectes, toutes les bestioles qu'on peut imaginer, les serpents. Jean-Luc m'avait dit, quand tu es sur l'île, tu n'as qu'un demi-cerveau. Et moi, je voulais vraiment savoir ce qu'il y avait dans ce demi-cerveau, c'est-à-dire vraiment comment tu ressens les choses, comment tu vis les choses. Ah, t'aurais dû faire ça, t'aurais dû faire ça, t'aurais dû faire ça. Mais le problème, il faut savoir qu'on a un demi-cerveau, ça fait longtemps. On a un demi-cerveau. La famille, la faim, pas la soif, puisqu'on a toujours à boire, mais l'eau, elle est dégueulasse, Janos. Ouais. C'est de l'eau sans minéraux, là-bas en Asie, elle est... Et en fait, il y a la troisième partie de l'aventure. C'est la partie sur moi où j'interviens un petit peu avec les parodies. C'est l'après. C'est ce qui se passe pendant la diffusion, ce qui se passe sur les réseaux sociaux, les bonnes choses comme les mauvaises. Moi, avec les parodies. Mais voilà, tout ce qu'il y a. Il y a la presse, il y a les médias. Il y a comment le candidat vit tout ça. Parce que, voilà, il sort de son île, il sort de son jeu. Et là, maintenant, c'est la grande lumière qui est face à lui. Comment il vit ça et comment il va vivre après, l'arrêt de tout ça, la fin des médias, et puis parce que koh ça passe à une autre saison, et puis ça s'enchaîne, et puis on vous oublie, et c'est compliqué. Voilà, donc tout ça, c'est des choses qui m'intéressaient beaucoup, et pour lesquelles j'avais peu de réponses. J'ai beaucoup d'amis qui m'avaient conseillé de lire le livre de Ravière. Donc Ravière, tout le monde le connaît, il a fait koh en Malaisie en 2012. Donc voilà, c'est le journal d'un aventurier de koh. Donc ceux qui s'intéressent bien à koh ont certainement lu ce bouquin. Pour les autres, alors très honnêtement, je l'ai lu en une soirée, parce que je l'ai dévoré du début à la fin, puisque vraiment toutes les questions que je pouvais me poser vraiment sur l'organisation des castings, comment ça se passait, comment ça se déroulait, il l'explique vraiment, mais très clairement, mais en plus, à sa manière, avec sa sensibilité, là-dessus, j'appuie vraiment parce que moi, j'ai eu peur avec lui qu'il soit pas pris. J'étais là, je stressais, parce qu'en fait, c'est vraiment, en fait, dans l'organisation, je laisse bien sûr tout ça dans le livre, mais on a l'impression que on vit un film d'espionnage. Il y a un tel secret, il ne faut rien dire. En fait, tu n'as pas le droit de prononcer le mot koh. C'est-à-dire tu vas dans la réception d'un hôtel pour passer un casting, mais tu n'as pas le droit de dire où tu vas. Donc quand tu cherches la chambre pour savoir où ça se passe, monsieur, je peux vous renseigner. Je cherche un endroit, mais je peux pas vous dire quoi.
Alors, avec un peu de chance, on dit, oui, je crois que ça se passe par là-bas, mais, mais c'est, voilà, il y a un tel secret là-dessus, ça fait monter le stress, je vous garantis. On est vraiment stressé. Alors, dès le premier coup de fil, qui peut paraître très anecdotique, où on te demande, oui, c'est bien vous, Ravière, vous nous avez écrit, oui, machin. Bon, très bien, bah, vous avez 10 secondes pour m'étonner. Donc là, t'imagines, t'es en train de conduire ou t'es en train de bosser ou machin, et tu te dis, alors là, c'est maintenant que je joue mon koh, en tout cas la première étape, faut que je trouve un truc à dire qui soit original. Alors je vais pas vous dire ce qu'a raconté Ravière parce que c'est assez étonnant, mais voilà, mettez-vous en situation, dites-vous, bah tiens, tac, à l'instant, t'as 10 secondes pour me dire quelque chose qui va m'étonner. Forcément, pour sortir du lot, pour se faire remarquer. Et ben voilà, franchement, c'est pas évident. Hein. Donc, il nous raconte également comment se passent les tests médicaux, les épreuves sportives, principalement la natation, puisque la natation, c'est primordial dans koh-Lanta. Hein. On ne comprend pas comment GG, d'ailleurs, Ravière en parle, mais on ne comprend pas comment GG a pu réussir à être sélectionné. Ne sachant pas nager, c'était juste impossible, quoi. Moi, ce qui me marque vraiment, c'est ce silence qu'il y a autour de la production. C'est-à-dire qu'à aucun moment, il ne peut dire où il va, et d'ailleurs, il ne le sait même pas. Il a des rendez-vous à certains endroits, dans des hôtels, dans des chambres, aller à tel endroit. On te confisque le téléphone portable, t'as plus le droit d'avoir d'argent sur toi. Il faut que tu sois vraiment en totale confiance. Bon, t'es en confiance parce que c'est la prod, mais c'est quand même des conditions très très particulières. Alors tu attends, il passe une nuit, le matin on vient te chercher, bon voilà, c'est l'heure, machin. T'as rencontré aucun autre candidat, tu rencontres des gens, est-ce que lui c'est un candidat, lui non, on sait pas, est-ce qu'il fait partie de la prod? Voilà, tac, on te met dans l'avion. Enfin, c'est un truc de fou. Tu débarques à Singapour où il fait une chaleur de fou. Et puis, voilà, tiens, on te laisse boire encore un petit jus de fruits et tout. Bon, bah, maintenant, vous montez dans l'hélico. Mais voilà, et tu sais pas, bon, ça y est, ça commence. Bah, maintenant, tu sautes à l'eau. Je vais vous faire un montage entre différentes séquences du koh-Lanta qu'a vécu Ravière. Et en parallèle, je vais lire du texte de son livre. Et ce qui est intéressant, c'est de voir ce qu'on a vu en parallèle avec ce que lui a ressenti. Personne ne nous avait encore dit que nous allions devoir sauter en pleine mer. Juste que nous serions regroupés par sexe. Un des aventuriers me donne la plus mauvaise impression de toutes celles que j'aurai durant mes observations. Michael refuse catégoriquement de sauter à la mer avec les chaussures qu'il porte. Une nouvelle paire à 60 €. Ah, il a dû se tromper de jeu et n'avoir aucune idée de ce qu'il nous attend pendant 40 jours pour faire un pareil caprice. Son attitude est en total décalage, c'est surréaliste. Si je n'ai pas encore vraiment l'idée des personnes avec qui je voudrais vivre l'aventure, j'espère déjà ne pas avoir à le partager avec lui. On lance mon sac à la mer. Je m'approche du bord sans hésiter. Surtout, ne pas réfléchir, ne pas mesurer la hauteur, le temps de la chute, la température de l'eau, le sel, la difficulté de ramener mon sac sur la plage et de rejoindre la côte. Je saute, le regard vissé sur l'horizon, me tordant dans une posture grotesque pour rester droit. La mer se referme sur moi, me voilà englouti au fin fond des abysses. Je remonte à grands efforts, mon jean pèse 3 tonnes. Mon sac me semble tellement loin, la côte tellement inaccessible. Je dois faire vite pour ne pas qu'il s'enfonce, puis préserver mes forces autant que possible. Je dois faire la planche pour récupérer un peu, je suis déjà à bout de souffle. Nous n'avons pas échangé un mot avec la prod depuis notre naufrage. Nous ne savons pas quoi faire. Il y a une équipe énorme de caméramans sur place, mais nous savons déjà que nous n'obtiendrons rien d'eux. Parmi eux, je reconnais la journaliste qui a réalisé mon portrait. Tout à coup, nous entendons tous, très distinctement, une voix que nous connaissons bien. Identifions aussitôt. C'est Denis Brognard. Pour nous, qui rêvions de ce koh-Lanta, il apparaît tel une icône. Nous nous plaçons en ligne devant lui, tous impressionnés. Il nous salue, l'un après l'autre, nommant chacun de nous par son prénom, en nous serrant la main, comme s'il nous connaissait bien. Après un rapide speech de bienvenue, il nous montre son plus beau masque de présentateur. Il est là pour nous donner des consignes et animer l'émission, pas pour devenir notre ami. Ah, quant à Philippe, il s'est tellement vanté d'être le plus parfait des survivors qu'il s'est placé tout seul dans la situation la plus inconfortable qui soit. Soit il se révèle aussi bon qu'il le prétend et va grandement améliorer notre quotidien, nous offrir le feu et son poids en nourriture, soit il n'y parviendra pas et plus personne ne discutera la possible élimination d'Avantar. Il nous promettait du jamais vu dans koh-Lanta, avec ses pièges à sangliers. Malheureusement, ceux-ci n'avaient pas encore réussi à nager et n'avaient pas encore réussi à coloniser nos îles. Finalement, il n'avait pas tort, on n'en a jamais rien vu. Après, le livre raconte très très bien et
de sa vision à lui, l'aventure qu'il a vécue. Donc c'est aussi très intéressant. Et peut-être, alors le plus court, c'est vraiment la fin. Mais là, j'ai appris plein de choses et c'est très très riche en émotions aussi. C'est tout ce qui se passe après le conseil, donc où il est sorti, puisque tu ne vas pas directement dans la résidence du jury final. Alors je vous dis pas ce qui se passe, faut voir dans le bouquin, évidemment, je peux pas tout vous délivrer comme ça, ce serait trop cadeau. Et après, le retour, donc résidence du jury final, où là, tu n'as toujours pas de téléphone, tu peux toujours pas appeler tes proches, et tu es un petit peu prisonnier dans une, comme il dit, dans une prison dorée, où tu as droit à tout, tu peux manger, tu peux boire, tu as des jeux à disposition, mais tu es complètement coupé du monde. Et c'est compliqué, je pense, quand on a une famille, quand on a des enfants, de se dire, bon là, je suis plus dans le jeu, je suis plus dans l'aventure, mais qu'est-ce que je fais là encore, quoi? J'aimerais bien être avec ma famille, mes enfants, et en même temps, j'ai pas envie de quitter tous ces gens avec lesquels j'ai vécu des choses intenses. C'est plein de questionnements que j'ai trouvé passionnants. Après, j'ai beaucoup aimé la façon dont Ravière a parlé de Denis, puisque Denis, on le voit comme présentateur, il présente les jeux. On ne sait pas trop la relation qu'il a avec les candidats. Et alors, ça a un petit peu conforté ce que je pensais, c'est que Denis garde une certaine prestance et une certaine position de neutralité envers les candidats, tant que c'est le jeu, mais qu'il y a un gros relâchement après et qu'il y a vraiment un lien qui se fait entre les candidats et Denis, mais une fois que le jeu est fini. Sur le jeu, j'ai l'impression que Denis, il est vraiment là, assez stoïque, assez droit. Voilà, il fait son job de présentateur, il est là, même il leur tend des pièges, hein, il leur balance des trucs pendant les conseils pour foutre la merde. Il fait son truc, hein, c'est le jeu d'ailleurs. Mais qu'après ça, vraiment, il y a un lien qui, à mon avis, un lien qui n'existerait pas avec un autre présentateur. C'est pour ça que vraiment Denis est le garant de cette émission. Moi, tant que Denis est sur Koh-Lanta, Koh-Lanta restera une super émission. Mais je préfère voir un Denis amaigri, comme on le voit là, qui était malade, qu'un beau gosse, même super expert en survie ou n'importe, qui prenne sa place. Même si tu mets une chemise bleue ou n'importe, tu ne seras pas égal à Denis. Même si tu fais des A et des O et des I. Et enfin, cette dernière étape qui est le retour. On retrouve sa famille, on retrouve les siens, et en même temps, on est un peu déconnecté. C'est-à-dire qu'on revient différent, et ça, il l'explique très bien. Il disait, Ravière, que ses filles ont eu du mal à le reconnaître au début, et puis pour lui, tout allait très vite. Il était dans le calme de la Malaisie, de son île, de toute l'aventure, toute l'intensité qu'il avait vécue, mais que ses proches n'avaient pas vécu. Il a dit, j'ai tout partagé avec ma femme jusque-là, mais ça, c'est quelque chose que j'ai vécu seul. Et même ses proches lui disaient, mais on aimerait bien retrouver le Ravière d'avant, parce que là, tu nous parles que de ton Koh-Lanta. Et c'était très compliqué pour lui. D'ailleurs, il explique bien tout le suivi psychologique qu'il y a derrière, qui est vachement important. Et il nous parle évidemment des réseaux sociaux qui sont impitoyables, qui disent tout et n'importe quoi, qui peuvent être vraiment une grande source de destruction. Donc là-dessus, je suis très respectueux d'eux et de ce qu'ils ont fait. Et en même temps, je me dis, pourquoi scier la branche sur laquelle je suis, puisque je les parodie, je veux faire de l'humour, mais à mon avis, si je suis trop trash, au bout d'un moment, TF1 va dire « Attends mon petit gars, ce que tu fais, ça va à un moment, mais maintenant t'es plus drôle, donc on bloque tout. Hein » Et le strike, ça nous pend au bout du nez. Après, je pense que si je reçois autant de retours positifs des candidats depuis plusieurs années, que ce soit sur Pékin Express ou sur Koh-Lanta, c'est parce que justement, j'ai su cibler relativement juste, voilà, en détournant les traits de caractère les plus importants, en tournant un petit peu en ridicule certaines situations, mais jamais en me moquant. Je préfère rire avec les autres que de rire des autres. J'ai mis beaucoup de temps à le lire, je regrette de ne pas l'avoir lu plus tôt, et je l'ai dévoré en une soirée, c'est vraiment excellent, et c'est très très bien écrit. On retrouve tout à fait Ravière tel qu'il est, le candidat qui a envie de jouer, qui a envie de gagner, malgré le fait que ce soit pas le meilleur physiquement, et qui fait preuve de stratégie, qui fait preuve de beaucoup d'imagination. C'est drôle, c'est triste, c'est plein de sensibilité. Donc voilà, si vous aimez Koh-Lanta, il faut vraiment vous le procurer pour le découvrir. Je pense qu'il y a même quelques secrets
de la production qu'il nous livre dans ce bouquin. Donc c'est même assez étonnant que ce livre soit paru, parce que il y a des choses, surtout au niveau du casting, et puis de la sortie aussi, après le conseil, il y a des choses qu'il nous livre, qui, à mon avis, auraient dû rester secrètes, mais c'est vraiment très très intéressant de le savoir, pour le coup. Je dis pour le coup, parce qu'il faut vraiment le souligner, voilà, c'est sympa, c'est des choses qui nous permettent d'en connaître un petit peu plus sur la construction de cette émission, sur le fait qu'il y ait autant de techniciens. Je pense qu'on ne se rend pas compte, mais quand on voit le conseil, c'est un vrai plateau de télévision qui est sur une île, quoi. C'est un truc de fou, avec des rails, avec des grues, avec voilà, des travelling, preneurs de son, plusieurs caméras pour les différents candidats. Enfin, c'est un vrai plateau télé, c'est une vraie grosse structure de production qui se déplace. Donc merci à LP de nous faire un programme pareil, parce que c'est des conditions extrêmes, avec la pluie, avec l'humidité. J'imagine même pas le matériel qu'il faut, parce qu'avec une humidité pareille, en général, ça doit être compliqué. Bravo aux techniciens, bravo enfin, à toute cette structure. C'est vrai que j'ai plus tendance à rigoler de vous, mais quand il faut dire chapeau, je dis chapeau aussi. Voilà, j'espère que cette vidéo découverte vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos et d'autres parodies, bien évidemment. Ciao.